Allez, c'est parti. D'abord, bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être ici, pour parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc on va parler des développeurs en reconversion, et je vais essayer de vous dire un peu pourquoi est-ce que ça peut être aussi des candidats tout à fait valides pour entrer dans vos boîtes, et peut-être un peu enlever un peu tout le flou et le mystère qu'il y a autour de ça. Donc tout d'abord, qui je suis. Alors déjà, moi j'ai fait un bac L. Donc le bac L, c'était pas la meilleure entrée possible vers l'informatique. J'ai fait du marketing. Désolée, c'est une très grosse erreur. Non, c'était intéressant. Et c'est après le marketing, après mon master, finalement, j'ai eu une période un peu à vide où j'avais un job alimentaire à McDo. Et je me suis dit, allez, bouge-toi, qu'est-ce que tu voulais faire avant ? De l'informatique, mais prise par les études en langue et en marketing, j'avais raté un peu le coche, et je me suis dit, allez, je suis sûre que c'est possible de trouver un pont, en fait, pour revenir dans l'informatique. Et je pouvais pas me permettre de faire 3 ans d'études, quoi. C'était pas possible. Du coup, j'ai fait une formation courte, qui s'appelle Simplon. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y en a pas mal un peu partout en France. Je sais qu'il y en a eu en Bretagne, à Vannes. Moi, j'ai fait Simplon à Toulouse, j'étais à Rennes avant, j'habitais à Rennes. J'ai toujours vécu à Rennes, et en fait, au moment de ma reconversion, je suis partie m'expatrier à Toulouse, dans le sud. Et maintenant, je travaille chez Schoolmove, donc ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je suis là-bas. Et je suis dev JavaScript, full stack, front-back du moins. Et je m'éclate vraiment à faire ça. Donc, il y a un constat quand même que j'ai remarqué dans le monde de l'informatique, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème. Enfin, c'est même pas une impression, je pense que c'est un fait. Les entreprises ont énormément de mal à recruter des développeurs. Donc il y aurait une pénurie de développeurs. Et d'après ce que disent les gens qui s'intéressent aux statistiques, le delta ne va cesser de s'agrandir en fait, dans le temps. La vraie problématique, peut-être, ce serait qu'il y a peut-être une pénurie de développeurs au niveau exigé par les entreprises. Parce que moi, dans la boîte où j'étais, à chaque fois qu'ils voulaient recruter un développeur, c'était tout le temps quelqu'un avec 2 ans, 3 ans d'expérience, qui connaît cette techno, et pas forcément un junior, en fait. Ça leur venait pas forcément à l'idée de se dire, tiens, je vais prendre un junior et je vais le former. Du coup, résultat des courses, il y a 85% des entreprises qui galèrent à recruter. Et encore plus quand ils cherchent des seniors. Alors là, c'est l'enfer. Recruter un senior, c'est vraiment l'enfer. Et du coup, pour répondre à cette problématique-là, il y a tout un tas de formations courtes, des fois des très courtes de 3 mois. Il y en a beaucoup de 6, 8, 9 mois, voire des formations un peu courtes, mais un peu plus longues d'1 an, qui se sont développées. Oui, hop. Donc pour le recrutement, il y a 2 méthodes différentes qui s'affrontent. Il y a d'un côté, on cherche la perle rare, et puis tant qu'on n'aura pas trouvé notre développeur de 2-3 ans minimum, avec 2 ans sur la techno qui est sortie il y a 1 an, là, dernièrement, on s'arrêtera pas de chercher. Ou alors, il y a quand même des entreprises qui se disent, on va prendre un junior, on va le prendre avec nous, et on va le former à notre stack et nos méthodes. Des fois, c'est nécessaire d'attendre la perle rare, parce que lorsqu'on veut un senior ou on veut quelqu'un qui a un peu plus de recul sur le métier, on n'a pas le choix. On ne peut pas prendre un junior, c'est pas possible. Mais parfois pas. Et parfois, en fait, on gagnerait clairement à prendre un junior et le former. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout un tas de formations qui se sont créées. Donc là, c'est en pleine explosion. Vous en avez forcément entendu parler. Il y en a en présentiel. Il y a des formations courtes, des formations longues, donc qui forment ce genre de développeurs en reconversion. Donc maintenant, on va essayer de répondre à cette question, c'est qu'est-ce qu'on apprend dans ces formations dites courtes ? Donc ça, c'est un peu toutes les formations possibles. Donc ce que je vous disais, présentiel, semi-présentiel, des fois juste en remote, full remote. Il y a de tout. Clairement, j'ai vu un peu les programmes de plusieurs formations. Moi, j'en ai fait une aussi. Il y a vraiment un peu à boire et à manger. J'ai eu notamment un élève à qui je donnais des cours particuliers. Donc, il avait une formation de 3 mois en téléprésentiel, donc ce qui est déjà très court. En téléprésentiel, donc c'est pas forcément le top non plus pour l'attention, etc.
Et la RH de la formation lui disait oh mais t'inquiète pas, de toute façon à la sortie, t'es développeur, un stage ça sert à quoi? Non, 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 va direct chercher du travail. Non, ça va se passer comme ça, tu le sais très bien. Ou alors si tu le sais pas, donc c'est au pire malhonnête, au mieux ils connaissent pas du tout le marché, ils savent pas du tout comment ça fonctionne, quoi. Donc il y a vraiment de tout dans ce genre de formation. Moi je vais vous parler un peu de la mienne, donc de Simplon. Je ne vais pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas. En l'occurrence, celle-ci, je la connais bien. Simplon, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode de la débrouille. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on prend plein de gens qui sont très motivés. On les met dans une salle, tous ensemble. Le premier jour à Simplon, c'est tenez des ordinateurs, installez Linux dessus. Ah, vous avez rien, vous n'avez pas de clé USB? Eh ben, débrouillez-vous. Tiens, peut-être que machin, il a une clé USB, peut-être qu'il y en a qui ont leur ordi qui est déverrouillé. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on se retrouve toute la première journée à s'entraider les uns les autres pour installer Linux. Donc des gens qui n'ont jamais installé d'OS vont se retrouver à devoir le faire sur leur machine. Des gens qui l'ont peut-être une fois ou pas vont se retrouver à devoir l'enseigner à d'autres. Et c'est comme ça qu'on avance. Dans ce genre de formation, il y a des progressions qui sont très différentes les unes des autres. Il y a des gens qui vont plus vite, mais ça c'est le cas de partout, je pense. Il y a des gens qui vont très vite, il y a des gens qui vont moins vite, qui ont besoin de plus de temps pour assimiler les concepts. Et à la fin, il y avait une certification. Donc, dépendant des formations, elles peuvent être diplômantes ou non. La mienne ne l'était pas, elle n'était pas encore reconnue. Mais on avait quand même un petit certificat niveau Bac+2 qui était passé à la fin avec du coup un jury de professionnels. Comment ça fonctionne, la méthode de la débrouille? Donc c'est ce que je vous disais, du learning by doing. Donc c'est vraiment, on fait les choses. Il y a très très peu de cours théoriques. C'est beaucoup beaucoup de pratique. Du learning by teaching parce qu'on va aider les copains quand ils sont en galère. Et on a aussi tout un tas de projets pédagogiques, donc avec des vrais sujets, des vraies associations, des vraies entreprises qui viennent nous présenter une problématique. Et on travaille sur 2 sprints d'une semaine, en groupe, pour du coup apporter à la fin des 2 semaines une solution à l'entreprise. Et mine de rien, vous pouvez vous dire que des gens qui n'ont pas codé qui codent depuis moins de 3 mois, qui peuvent apporter une solution à quelqu'un, mais en fait, oui, c'est possible. Au bout de 3 mois, on avait réussi quand même en 2 semaines à créer une PWA pour une entreprise. Donc c'était l'IoT Valley à Toulouse. Donc c'est un espèce d'incubateur d'entreprise. C'est pas tout à fait un incubateur, mais c'est un rassemblement d'entreprises. Et du coup, il y a un groupe qui a bossé sur leur problématique, et c'était de créer une application pour pouvoir savoir, tiens, cette boîte-là, où est-ce qu'elle est, et hop, quand on la sélectionnait sur l'application, ça nous indiquait le chemin à prendre pour pouvoir la rejoindre. Et ça, c'était quand même avec des développeurs qui venaient de découvrir le code et qui avaient moins de 3 mois de code dans les pattes. Donc comme quoi, on peut quand même faire des trucs. En gros, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette formation en 6 mois? Mine de rien, on a vu Git, on a fait du HTML, on a fait du CSS, on a fait du JavaScript, on a fait de la veille, on a appris l'importance de la veille, on a touché un peu du doigt l'agilité et les concepts principaux. On a fait du test unitaire, surtout unitaire, très peu d'intégration. On a fait du PHP, on a fait de la programmation orientée objet, du Laravel, du TDD. On a vu après ensuite JavaScript, on a vu le JavaScript classique vanilla. On a fait un peu de S6 aussi pour nous montrer que dans la vraie vie, on utilise beaucoup de S6 quand même. Et on a eu aussi des masterclass faits par des professionnels qui venaient le temps d'une demi-journée nous expliquer un concept un peu plus avancé. Donc on a fait un petit peu du TypeScript notamment. On a quelqu'un qui est venu nous parler de TypeScript, quelqu'un qui est venu nous parler de programmation fonctionnelle. Donc on a pu toucher du doigt un peu tous ces sujets. Donc tout ça, clairement, ça veut beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Donc clairement, on n'est pas expert de ces choses-là. Et on se retrouve sur un autre créneau. On ne peut pas du tout faire de concurrence aux études longues. C'est vraiment quelque chose de très différent. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. L'objectif de ces formations courtes, c'est de vous d'apprendre le développement, les bases du développement. Mais surtout, c'est de vous apprendre à continuer à apprendre, à être capable de rebondir, de passer d'une techno à une autre, d'appréhender un nouvel outil facilement et de ne pas se retrouver bloqué parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Après, il y a un truc un peu particulier aussi dans ce genre de formation. Souvent, c'est des reconversions, donc il y a un certain nombre de biais psychologiques, on va dire. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Donc ça peut ressembler à ça, parfois.
Parce qu'on passe quand même 35 heures semaine pendant plus de 6 mois, du coup, à engranger énormément d'informations, à être tout le temps dans l'échec, entre guillemets, en fait. Et c'est vrai que c'est très particulier parce que on est tout le temps dans la difficulté. On passe nos journées à galérer. Donc mentalement, c'est assez difficile. On peut avoir du travail maison si on veut explorer un peu plus et rattraper peut-être le retard qu'on a pris sur tel ou tel sujet. Et tout ça, ça représente 900 heures de code. Et c'est quasiment exclusivement du code. Dans ma formation, en tout cas, c'était ça. On faisait quasiment que du code. On est tous touchés par ça, aussi, syndrome de l'imposteur. Vous en avez déjà entendu parler ou pas trop? Ouais. En gros, c'est un sentiment de ne pas être légitime ou alors de manquer de compétences pour être soit là où on en est maintenant, soit pour entreprendre un nouveau truc. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous redirige vers le talk de Aurélie Vache, qui a fait un très bon talk à ce sujet. Vous le trouverez sur YouTube. Et aussi, on sait, parce qu'on sait pertinemment qu'on est en concurrence avec les écoles d'ingénieurs et d'informatique. Donc, on sait très bien que sur le marché du travail, on va être contre, entre guillemets, des ingénieurs ou des gens qui ont fait un master en informatique. Donc, c'est compliqué. Ça, il y a aussi beaucoup de pression, mais pas la bonne pression. Généralement, quand on fait une reconversion, je vous passe un peu vite fait là-dessus, mais on est dans une précarité financière aussi. On a peur de se planter. Ouais, si j'ai passé 6 mois à faire ça, mettre dans la merde financièrement pour finalement que ça marche pas, est-ce que je vais trouver un travail? Sous combien de temps? Est-ce que ça va marcher? C'est un peu compliqué. On se demande, est-ce que je dois sélectionner? Est-ce que je dois prendre tout ce qui vient et peu importe, et après je serai un peu plus exigeante? C'est pas évident. Donc maintenant, je vais arriver sur la dernière partie, c'est comment on peut intégrer ce genre de développeur dans sa boîte. Moi, je pense sincèrement que le jeu en vaut la chandelle, parce que ça permet quand même de former quelqu'un à ses propres pratiques, à sa manière de fonctionner, à ses outils, et à sa manière de coder. Quand je vois, des fois, j'ai travaillé avec des seniors qui avaient leur manière de coder, et qui étaient un peu en mode forcing pour imposer leur manière de coder, alors que l'équipe était déjà constituée, avec déjà des normes au sein de l'équipe. C'est pas évident d'intégrer des gens qui ont leur manière de faire et qui refusent un peu de changer. L'avantage du junior, c'est qu'il fait comme vous lui dites. Donc pour ça, c'est pas mal. Et aussi, humainement, c'est quand même assez gratifiant d'aider quelqu'un d'amener quelqu'un à son plein potentiel. Nous, on l'a fait dans ma boîte, on a une alternante, donc qui a commencé de vraiment zéro. Et maintenant, elle a ses propres projets, elle a ses tâches, elle travaille sur ses stories, elle fait ses mises en test, elle fait ses mises en prod, et ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est là, 1 an et demi. 1 an et 3 mois. Donc, pourquoi déjà je ferais ça? Hop là. Les avantages. Généralement, c'est des gens motivés, parce qu'ils ont pas mal galéré quand même pour en arriver là, donc ils n'ont pas trop envie de lâcher. C'est des gens aussi curieux, parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent être au niveau des autres, ils sont obligés d'être curieux. Ils pensent différemment, parce qu'ils ont des parcours de vie très différents. J'ai vu, je sais plus, il y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui était ébéniste et qui est devenu développeur. Donc, clairement, au niveau parcours de vie, c'est très différent. C'est des gens qui sont façonnables dans le bon sens du terme, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est gratifiant humainement, comme je vous le disais tout à l'heure. Après, par contre, les contres, c'est que évidemment, ils sont pas prêts de suite. Faut pas oublier que c'est des juniors. C'est pas des gens en qui on file un projet et hop, voilà, tu me mets ça en prod pour dans 3 mois. C'est pas possible. Donc forcément, c'est chronophage de travailler avec eux, parce que il faut les accompagner. Si vous les accompagnez pas, ça va pas bien se passer, ni pour vous, ni pour eux. Et ça va pas du tout être agréable. Et en 2 mots, parce que je sais que je suis sur la fin. Il reste 1 minute, c'est ça? Ok. Comment on peut faire ça? Le meilleur conseil que je puisse vous donner, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est commencer avec un scope très restreint. Donner une chose à faire à votre nouveau développeur. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu recoder un outil qui était en interne, qui était fait avec une API pleine de callbacks, et dont on n'avait plus trop la maîtrise. Donc on a dit à Anaïs, tu vas refaire ça. Donc c'est moi qui lui donnais les specs au fur et à mesure, qui passais du temps avec elle pour faire la revue de code, où je lui ai insufflé un peu les bonnes pratiques qu'on avait, nous, en interne. Et forcément, ça prend du temps, mais ça marche bien. Quand on commence tout petit comme ça, donc on a commencé avec ça, avec juste du front, du back et les appels API. Ensuite, nous, entre-temps, on est passé d'une API monolithique à des microservices avec des gateways.
Et du coup, petit à petit, elle est passée aussi à ce prisme-là. Mais tout n'est pas arrivé d'un coup. Ce qui fait qu'elle a pu quand même évoluer. Au fur et à mesure où elle maîtrisait des concepts, il y en avait d'autres qui arrivaient et elle se retrouvait pas débordée par tous ces concepts d'un coup. Donc vraiment, l'idée, c'est ça. Commencez petit et vous verrez qu'en fait, mine de rien, en un an, maintenant, en un an d'apprentissage, alors qu'elle a passé... elle est vraiment partie de zéro. Elle connaissait pas ce qu'était une requête API quand elle est arrivée. Donc en un an, maintenant, c'est une développeuse quasiment à part entière, quoi. La seule différence, c'est qu'elle a un jour de cours, entre guillemets, par semaine. Et il faut faire attention par rapport aux mises en prod, parce que des fois, elle n'est pas là. Mais c'est tout. Donc c'est la fin. C'était court. Merci beaucoup. Et si jamais vous avez des questions, c'est pas la vérité, moi, je vous expose un retour d'expérience. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, au contraire. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas, pardon. Et si ne serait-ce qu'à un moment, vous vous avez dit, tiens, peut-être que ça pourrait être sympa de regarder du côté des reconversions, peut-être qu'on peut avoir des candidats intéressants, au final, mon talk, pour moi, c'est gagné.